Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette clinique des forces fraîches avec Anthony Germain de Oasis, Eco-Oasis Design. J'ai eu la chance de rencontrer Anthony. Salut Anthony d'abord. Salut, salut. Merci d'être là. J'ai rencontré Anthony au Grand Remous, qui est un sommet sur le tourisme innovant et durable à Québec. Et on s'est fait présenter par Ariane Goulet de Charlevoix. Donc, elle m'a présenté son ami, puis j'ai été sous le charme de sa vision, une vision d'affaires, mais je pense que c'est une vision de cœur. Et donc, ben, c'est ça les cliniques des forces fraîches, c'est d'offrir la tribune à des acteurs de changement qui veulent apporter une vision originale, unique, pour un impact positif dans le monde. Donc, sans plus tarder, Anthony Germain, la parole est à toi. Merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. Yes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, David, pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Voilà, Ce on peut sera faire ça. pas bien long. Il faut que je t'envoie une Yeah, c'est demande. fait. OK, parfait. Euh, bon, là, partager, oui, PowerPoint. OK, ce sera pas bien long. Bon, En paramètres attendant, si vous ici. voulez nous dire dans le chat de où vous nous rejoignez dans l'assistance. Dans le fond, le format, ça va être une demi-heure de présentation à peu près. Là, Anthony, tu vas en présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les mettre dans le chat. Comme ça, Anthony peut y répondre à la suite de sa présentation. Puis après, on va tomber en mode conversation avec vous. Donc, pour ceux qui vont vouloir poser des questions, levez la main électronique puis, et ou poser la question dans le chat. Voilà, Bon, Anthony, la parole est à toi. parfait. Juste s'assurer que ça fonctionne bien, le partage d'écran. Je suis pas habitué avec Zoom, j'étais avec Teams d'habitude, fait que Ça tout est fonctionne. beau. Yeah. Excellent. Bon, ben super. Ben écoutez, merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Je me présente, mon nom c'est Anthony Germain. J'ai fondé une entreprise Ecoasis Design, qui est une entreprise d'experts conseils spécialisée en solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ma vision de l'avenir qui m'est vraiment chère. Je crois on a toutes les capacités de créer un monde durable, un monde florissant où que les êtres humains et la biodiversité peuvent s'épanouir ensemble. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet de la clinique d'aujourd'hui, qui est l'importance de changer notre rapport à la nature pour mieux s'intégrer au territoire. Donc, on va prendre quelques petits instants au début. On va pratiquer notre esprit créatif de s'imaginer une société vraiment où l'humain et la nature cohabitent ensemble en harmonie. Donc, un lieu où les fleurs, les abeilles, les oiseaux cohabitent en harmonie. On a une riche biodiversité, on a des arbres fruitiers, on est dans une société d'abondance. Les êtres humains sont heureux, justement, peuvent s'épanouir dans des milieux naturels. Bref, une société où l'humain et la nature ne font qu'un, où l'humain apprend à jardiner la planète Terre. Puis ce futur-là, selon moi, est possible grâce à l'approche d'aménagement écosystémique qu'on applique au territoire. Mais avant ça, il faut comprendre qu'il y a un changement profond quant à notre relation envers la nature qui est essentiel. Il faut comprendre d'où part cette rupture avec le monde naturel pour être en mesure de créer une société qui, au final, sera bénéfique pour tous et toutes. Donc, vraiment, les origines de cette rupture-là du monde avec le monde naturel, ben, ça découle depuis très longtemps. Rapidement, depuis que l'humain est apparu sur la planète Terre, on s'est élevé comme un super prédateur. Ça date pas d'hier que l'humain a des impacts sur la planète Terre. Puis ça, quand on est venu qu'à sédentariser, il y a 10 000 ans en Mésopotamie, ben, il y a eu encore cette amplification-là de cette rupture avec le monde naturel, vu qu'on a commencé à vivre dans des milieux justement un peu plus urbanisés, qu'on peut dire, et à percevoir la nature comme un bien meuble qui ne sert qu'à être exploité. Ça, faut dire que cette vision du monde a été encore une fois exacerbée par un peu l'héritage judéo-chrétien, comme quoi que dans les derniers siècles, l'être humain croyait vraiment qu'on était la création de Dieu, que l'humain avait été créé à son image, ce qui a vraiment exacerbé cette distinction-là du monde naturel, au point que c'est vraiment mentionné mot pour mot dans la Bible, dans la Genèse, comme quoi que l'humain doit dominer, doit régner sur le monde naturel. C'est ce que Dieu voulait. Bon, bref, c'était ça nos croyances à l'époque. On réalise que ça ne
fonctionne plus aujourd'hui. Puis ça, malheureusement, dans la révolution mécaniste du siècle des Lumières, justement, il y a eu des nouvelles avancées scientifiques, par exemple avec Galilée, avec Copernic, avec Newton, comme quoi que on réalisait que hey, l'univers, c'est un peu une machine qui est régie par des lois physiques mathématiques. Donc vraiment un esprit cartésien aussi qui avait été amené par René Descartes, comme quoi que ben, l'humain, la nature, c'est vraiment une machine, c'est dépourvu de sentiments. Puis ça, encore une fois, ça l'a amplifié, ça l'a exacerbé cette volonté-là humaine de vouloir dompter et de dominer la nature. Puis malheureusement, on est encore un peu dans ce mode de pensée-là, sans qu'on le sache, ça se fait veut pas de façon inconsciente. Puis ça nous a amené de cette vision-là au fil des siècles dans la crise écologique moderne qui aujourd'hui, faut créer une société qui est beaucoup plus durable étant donné que notre mode de fonctionnement dépasse les limites planétaires. Mais avant tout, il faut changer notre rapport à la nature parce que si on ne fait pas ça, c'est la première étape, c'est une introspection, c'est une réflexion philosophique qui est nécessaire pour bâtir un monde durable parce qu'une croissance exponentielle dans un monde de ressources limitées, ben c'est impossible. Donc, il faut comprendre que l'humain n'est pas séparé de la nature. Même si on a cette perception-là, ce biais cognitif, on fait partie de l'écosystème planétaire. Puis ça, c'est une image que je trouve vraiment percutante parce que ça représente vraiment la fracture, le changement de paradigme qui est en train de s'amorcer au niveau de la conscience humaine. Comme quoi que l'image de gauche, justement celle qui est beaucoup plus centrée sur l'égocentrisme humain, comme quoi on s'élève au-dessus de l'écosystème planétaire, qu'on domine la planète, c'était notre vision de pensée dans les derniers siècles, les derniers milliers d'années, tandis que là, il y a un changement cognitif qui est en train de s'effectuer auprès de l'espèce humaine, c'est celui de comprendre qu'on fait partie de ce tout-là, puis ça ensuite, avec cette vision, bien, ça permet d'orienter notre développement afin d'intégrer la nature dans nos décisions, chose qui est essentielle aujourd'hui. Puis, justement, avec l'urbanisation, ça a ses bons côtés, ça a ses côtés négatifs. Malheureusement, ça crée cette déconnexion-là à l'égard du monde naturel, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est 54% de la population mondiale qui vit en ville, c'est 4 milliards d'individus. En 2050, ça va passer à 66%. Fait que les humains sont de plus en plus déconnectés du monde vivant. On évolue dans une société qu'on est vraiment axé sur la technologie, sur les villes. Malheureusement, les dernières études nous prouvent que dans les 200 dernières années, ben, cette connexion-là humaine par rapport au monde naturel a chuté de 60%. Donc, c'est pourquoi que tu sais, c'est pas je compte les villes, au contraire, les villes, ça a des très beaux avantages d'être capable de concentrer beaucoup de population sur un territoire restreint pour limiter les impacts sur les territoires naturels. Mais comment que les villes sont conçues aujourd'hui, c'est problématique parce que la nature ne fait pas partie de la ville. C'est pourquoi il faut redesigner nos villes pour réintégrer cette nature-là. Puis comme dit le cher David Attenborough, qui demain va célébrer ses 100 ans, vraiment fascinant, si les enfants n'apprennent pas à grandir avec la nature, ils vont jamais développer ce sentiment-là de la comprendre. Puis s'ils ne la comprennent pas, n'ont pas évolué avec, ben ils vont pas développer ce besoin-là de vouloir la protéger. Donc, c'est extrêmement important de ramener la nature dans nos espaces collectifs. Donc, en changeant notre relation à la nature, ça va nous donner des outils pour vraiment mieux s'intégrer au territoire naturel dans lequel on cohabite avec le monde naturel. Donc, parce qu'au final, la nature, c'est vraiment notre meilleur allié, notre plus grand allié dans notre quête d'adaptation climatique, dans notre quête de créer une société d'abondance qui est résiliente au choc. Puis c'est pour ça que l'approche d'aménagement écosystémique appliquée au territoire, selon moi, c'est vraiment un game changer. C'est quelque chose, c'est l'avenir dans lequel il faut s'investir. Donc, je vous explique un peu le concept d'aménagement écosystémique. Tout d'abord, comme que c'est défini pour le moment présent, l'aménagement écosystémique, c'est surtout une pratique forestière qui vise à réaménager les forêts à ce que ce soit beaucoup plus naturel. Par contre, moi, je crois que c'est un concept qu'on peut extrapoler dans d'autres sphères de la société. Puis, justement, j'ai développé un peu une définition à cet effet-là de l'approche écosystémique appliquée au territoire. Donc, l'aménagement écosystémique, avant tout, c'est une approche de conception et de planification du territoire qui s'appuie sur la biodiversité,
sur la structure des écosystèmes, sur les processus écologiques, les fonctions écologiques qui régissent ces écosystèmes-là et sur les services écosystémiques, donc les bénéfices positifs qu'on retire de tous ces écosystèmes-là qui sont en santé. Et l'objectif derrière l'aménagement écosystémique, ben, c'est vraiment créer des milieux de vie qui seront sains, qui seront vivants, qui seront résilients, qui seront bénéfiques à l'humain et la biodiversité et qui seront générateurs de services écosystémiques. Donc là, il y a des termes un peu plus techniques, inquiétez-vous pas, on va les aborder un peu plus en profondeur. Donc, si je pouvais résumer ça en une phrase, l'aménagement écosystémique, c'est vraiment s'inspirer de la nature pour créer des milieux qui seront résilients, dynamiques et durables dans le temps. Puis ça, ben, il n'y a rien de mieux qu'une image parce qu'une image vaut mille mots. Donc, j'ai fait l'exercice d'imaginer cette vision-là d'aménagement écosystémique appliquée à notre développement urbain. Puis l'image ici, c'est une représentation que j'ai faite avec une intelligence artificielle qui caractérise quand même un type d'aménagement qu'on retrouve assez fréquemment dans nos sociétés. Donc, vraiment un aménagement qui est très peu diversifié, qui est surtout caractérisé par des monocultures de gazon. Donc, un aménagement qui est peu diversifié, ben, pour la biodiversité, c'est un désert écologique parce qu'il n'y a pas de ressources et d'habitat dans ce gazon-là. C'est coupé fréquemment, donc ça ne va pas supporter la nature. Donc, justement, ce type d'aménagement-là, ben, ça fournit très peu de services écosystémiques. C'est des aménagements qui sont peu résilients dans le monde dans lequel on va évoluer, qui va être soumis à des pressions de plus en plus extrêmes au niveau des canicules, des sécheresses, des pluies diluviennes. Et c'est des aménagements qui, somme toute, sont coûteux à entretenir. Donc, en somme, il s'agit de passer de ce type d'aménagement à ça. Donc, des aménagements qui sont diversifiés, qu'on retrouve une strate de végétation étagée, qu'on retrouve que justement des aménagements qui s'inspirent de la nature. Donc, même si c'est un milieu urbain, artificiel qu'on a réaménagé, on peut s'inspirer de processus écologiques qu'on retrouve en nature pour recréer des aménagements vraiment qui seront naturels. Ça va créer des milieux qui sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus dynamiques. Donc, on va retrouver de la vie. On va voir, ça va être bénéfique aux insectes, aux oiseaux. Justement, quand il va y avoir des fortes pluies, bien, ça va permettre d'être une zone tampon, une sorte d'éponge pour accumuler ces eaux-là. Ça va atténuer les îlots de chaleur. Et au final, c'est des types d'aménagements qui seront d'entretien minimal. Ce ne sera pas sans entretien, si on veut garder quand même une connotation un peu esthétique, mais vraiment versus le gazon, que ça coûte cher à entretenir, c'est polluant, ça fait du bruit, ben ça, c'est vraiment de recréer des espaces naturels en ville. Donc, pour créer des territoires résilients, selon moi, ça s'appuie sur des fondements et ces fondements-là, c'est vraiment les fonctions écologiques et les services écosystémiques. Donc, le premier fondement, les fonctions écologiques. Bien, ça, c'est vraiment les processus naturels qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes. Donc, il y a plusieurs types de fonctions. Par exemple, celle de production, c'est les processus qui permettent la création de la matière organique, les fonctions de régulation, donc les processus qui stabilisent, maintiennent les conditions environnementales, la séquestration du carbone, la régulation des cycles biogéochimiques. Il y a aussi tout ce qui est des fonctions de support, donc la capacité des écosystèmes à fournir des conditions qui seront propices aux espèces comme des ressources, des habitats, de la connectivité écologique et finalement des fonctions de transformation, donc le processus de recyclage et de remise en circulation de ces nutriments, de ces éléments essentiels comme par exemple qu'on retrouve dans le cycle de l'eau, dans le cycle du carbone, l'azote, phosphore, etc. Donc, vraiment, les fonctions écologiques, si l'humain disparaissait du jour au lendemain, ces fonctions-là vont quand même s'entretenir indépendamment de l'humain. Par après, la notion de service écosystémique, ça, c'est vraiment le service que la nature fournit à l'humain, à nos sociétés, et qu'on en retire des bénéfices, que ce soit de manière directe ou indirecte, et ça de manière gratuite. Donc, c'est vraiment les bénéfices que les écosystèmes en santé nous offrent. Et c'est sûr, il y a eu de l'évolution dans les dernières années. Maintenant, l'IPBES, qui est comme la grosse plateforme intergouvernementale mondiale sur la biodiversité, les services écosystémiques,
aime mieux qu'on parle de contribution de la nature aux personnes pour justement enlever un peu ce côté-là, réductionniste de la nature, comme quoi qui est juste là pour servir nos besoins, chose qu'on essaie justement de se détacher. Donc, on parle plutôt de contribution de la nature aux personnes. Mais la notion de service écosystémique est quand même vraiment ancrée dans le jargon populaire, donc c'est quand même quelque chose que moi je tiens à conserver à ce niveau-là. Donc, on a les contributions de régulation, comme la création et le maintien des habitats, la pollinisation, par exemple. Si on a des bleuets dans notre assiette, ben ça, c'est les abeilles qui pollinisent les fleurs de manière gratuite et qui font en sorte qu'on a une panoplie de diversité d'aliments. On a les contributions matérielles, c'est par exemple le bois de construction, le bois de chauffage, justement l'agriculture qu'on en fait, etc. Et les contributions immatérielles, ben justement, la source d'inspiration qu'est la nature, les expériences physiques, psychologiques qu'on peut retirer. Donc, c'est vraiment les contributions. Il y a plusieurs contributions, là, je les ai vraiment résumées de manière sommaire, mais la nature, elle travaille pour nous d'une quelconque façon, puis on a tout à gagner à faire en sorte que l'écosystème planétaire se porte en bonne santé. Donc vraiment, les fonctions, comme je le disais, c'est le moteur des écosystèmes, tandis que les contributions, c'est les bénéfices qu'on en retire. Donc c'est vraiment les deux fondements que je considère qui sont importants pour bâtir des sociétés dont l'aménagement contribue au bien-être humain et à celui de la biodiversité. Donc, cette forme d'aménagement-là, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature, en anglais Nature-Based Solution, c'est vraiment une façon de combiner le génie humain au génie de la nature pour arriver à des solutions qui sont low-tech, qui vont permettre de justement créer une société d'abondance, de créer une société qui sera résiliente dans le climat qui est changeant aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, je crois, des solutions qu'il faut qu'on applique maintenant pour créer une société durable et résiliente. Puis pour ça, ben, ce qui est important, c'est de peut-être voir des cas qui ont été faits dans le monde pour s'en inspirer, pour reproduire ça ici, chose qui est importante parce que si on regarde le paysage nord-américain, c'est vraiment un paysage qui est dominé par le gazon, qui est dominé par des surfaces imperméables, en tout cas, c'est pas un paysage qui est très beau non plus. Donc, voici quelques petits exemples pour appliquer ça à notre territoire québécois. Donc, vraiment, ben, le Danemark, c'est un leader inspirant en matière d'aménagement écosystémique. C'est vraiment, moi, je considère le Danemark comme les pionniers, les leaders mondiaux à ce niveau-là. Il y a une firme de design, justement, qui s'appelle SLA Architects, qui, justement, promouvoit ce type d'aménagement-là fondé sur la nature. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'ici, par exemple, dans les deux images, c'est, veut pas, l'humain, on a un impact sur les écosystèmes. On ne peut pas avoir d'impact. J'aimerais ça qu'on n'ait pas d'impact, mais la réalité, c'est qu'on en a un. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le plus possible cet impact-là? Bien, ça part par ramener la nature dans nos milieux. Donc, même si c'est un milieu urbain, un milieu artificiel, ici, on est vraiment venu recréer un étang comme si c'était un lac qu'on pourrait retrouver en nature. Donc, milieu qui sera très propice à la biodiversité parce que ça l'offre des ressources, des habitats, des zones de nidification. Autre exemple, ici, le carrefour Girontoir, ben, on a une végétation structurée, on a des arbustes, on a des arbres, donc vraiment des îlots qui seront bénéfiques à la biodiversité. Si on appliquait ça ici au Québec, probablement que ce serait du gazon puis qu'il n'y aurait rien d'autre ou que ce serait toute la même maudite plante, des émérocales. Fait qu'il faut vraiment revoir notre façon qu'on aménage le territoire. Donc, autre exemple aussi, la façon qu'ils ont aménagé certains parcs au Danemark, on n'est vraiment pas dans l'optique que c'est des parcs, que c'est sensiblement toutes les mêmes arbres, du gazon à perte de vue. Ici, on recrée vraiment des conditions qui seront propices à la biodiversité, puis qui au final sont d'entretien minimal et qui sont beaucoup plus esthétiques, selon moi. Un autre exemple, ben Singapour, vraiment la ville dans un jardin. Ça, je pense que c'est vraiment un exemple assez hot de la société futuriste qu'on est capable de créer. On parle beaucoup d'aller coloniser Mars, d'aller vivre d'une bulle de plastique sur un territoire qui est complètement stérile, mais on oublie justement cette vision-là que l'humain est capable de créer une société qui vit en harmonie avec la nature. Et je pense que Singapour, justement,
démontre bien à ce niveau-là. La quantité d'espace vert dépasse le 50%. La nature est omniprésente dans cette ville-là. Je pense que c'est vraiment une vision un peu utopique qu'il faudrait qu'on nourrisse de l'avenir de l'humanité qu'on veut s'enligner vers. Un autre exemple, la semaine passée, malheureusement, il y a un pionnier de l'horticulture environnementale en Angleterre qui est décédé. Nigel Donnet, c'était un pionnier, c'était vraiment quelqu'un qui a permis de poser les bases sur ce type d'aménagement naturaliste inspiré de la nature. Puis ici, on a vraiment un bel exemple de ce qu'on pourrait créer, par exemple, au Québec, des terre-pleins qui, avant, ici, c'était un terre-plein gazonné qui vraiment n'avait aucune fonction écologique, coûtait cher d'entretien, n'avait pas d'aspect esthétique. Et maintenant, avec l'implantation d'une prairie florale, le paysage est complètement changé. On ne se le cachera pas, c'est beaucoup plus beau, c'est inspirant, il y a de la couleur. Ça devient vraiment un habitat favorable pour les pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les papillons, les bourdons, les oiseaux, etc. Puis au final, ça a permis de couper les coûts d'entretien de la ville. C'est pas des aménagements non plus qui sont sans entretien, mais c'est quand même des aménagements où on est capable de réaliser des économies d'échelle, puis améliorer aussi le bien-être des gens, parce que quand on a des aménagements comme ça, il faut se le dire, on se sent beaucoup mieux. En tout cas, moi, personnellement, ça s'applique à ma personne, mais je pense qu'on a tout à gagner d'implanter des types d'aménagements. Après ça, peut-être un petit exemple personnel parce que je tripe sur l'aménagement. Je me suis acheté un terrain dans Charlevoix. J'habite en nature. Oui, il y a eu un impact dans le temps de la construction des travaux. On parle beaucoup d'efficacité énergétique du bâtiment. On se concentre beaucoup dans le bâtiment, mais on oublie souvent que l'aménagement autour d'un bâtiment, ça peut vraiment être un levier pour justement créer cette transition écologique-là. Donc, justement, mon terrain, je l'ai aménagé de sorte à ce qu'il y ait de la diversité. Donc, on va retrouver, oui, il y a des plantes indigènes, oui, il y a des plantes horticoles qui ne viennent pas d'ici, il y a un volet nourricier, il y a des floraisons étalées, il y a une structure de la végétation et je peux vous le dire, c'est absolument incroyable la quantité d'oiseaux, d'insectes que je vois sur mon terrain, c'est un oasis de vie. Donc, c'est un petit exemple modeste, mais comme quoi que chaque personne, on est capable de faire une petite différence à notre façon. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il faut apprendre à transformer nos milieux qui sont artificiels, nos milieux urbanisés dominés par le gazon, le béton, l'asphalte, et de transformer ces territoires-là en des infrastructures écologiques dynamiques. Donc, puis ça, avant tout, ça passe par revoir la notion d'esthétique pour justement éviter des monocultures comme le gazon qui sont stériles au vivant. Donc oui, fut un temps depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'aménagement dominant, un peu inspiré de l'American Dream, le petit gazon vert parfait, coupé bien droit comme un green de golf, qui est bien vert en pleine sécheresse, ça c'est un aménagement qui malheureusement aujourd'hui ne répond plus aux objectifs environnementaux dans lesquels on doit créer notre société. Donc il faut revoir cette notion-là d'esthétique parce que si on me demande un gazon vert qu'on peut considérer comme propre, non, je ne trouve pas ça propre, je ne trouve pas ça beau parce que ça n'attire pas de vie, c'est un désert écologique. Donc, par exemple, sur un autre projet que j'ai réalisé, mais justement ici, au lieu d'y aller avec un aménagement qui aurait pu être gazonné, par exemple, d'implanter une prairie florale où on a de la diversité, où on a de la floraison étalée, je vous garantis, à chaque fois que je me trouve devant ce site-là, en plein été, c'est une autoroute de Bourdon. On entend le son de la vie qui s'épanouit. C'est vraiment magique. C'est comme un conte de Walt Disney. C'est malade. Fait que des pistes de réflexion parce que je pense que c'est nécessaire. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans ces pistes-là. Oui, il y a des pistes que vous ne pourrez pas appliquer. Oui, c'est un peu au-delà de notre capacité d'action à l'échelle concrète individuelle, mais d'en parler autour de nous, de changer les mentalités, c'est vraiment la première étape. Puis après ça, veut pas, nos élus, c'est quand même nous qui, justement, allons voter, on élit ce monde-là. Donc, d'en parler, de mettre la pression sur nos élus politiques pour faire ce changement-là, je pense que c'est vraiment important. Donc, vraiment, les premières pistes,
c'est d'apprendre à cohabiter avec toutes les formes de vie. Les insectes, les oiseaux, les champignons, ce n'est pas des nuisances, c'est de la biodiversité, c'est des formes de vie qui cohabitent sur un territoire. Il ne faut pas oublier que l'humain n'est pas propriétaire de la planète Terre, on est un passant malgré tout. Donc, il faut apprendre à créer des milieux de vie qui seront bénéfiques pour l'humain, la biodiversité. Après ça, ben vraiment, c'est d'intégrer l'approche écosystémique dans notre développement territorial. Donc, vraiment d'intégrer la nature dans nos décisions. Ça, je pense que c'est l'avenue qu'on n'aura pas le choix d'intégrer tant au niveau municipal que provincial que fédéral. Éventuellement, l'humain va réaliser qu'une économie performante, c'est une économie où la nature se porte bien. Puis quand la nature se porte bien, ben, les individus se portent bien parce qu'on génère de l'abondance. Après ça, d'un point de vue un peu plus local, ben, au niveau des règles, les normes d'urbanisme, encore trop souvent au Québec, on voit des nouveaux quartiers qui sont faits. Là, il y a une pénurie de logements. Fait que là, oui, je comprends, il faut créer du logement, mais il faut bien le faire. Il ne faut pas là, arriver, on coupe la forêt, on implante toutes les mêmes maisons avec du gazon. Ce pas des aménagements qui fonctionnent. Fait que vraiment, il faut que les villes apprennent à développer ce leadership-là, à prendre justement le, apprendre à intégrer la gestion différenciée des espaces verts pour justement créer des milieux de vie qui seront beaucoup plus dynamiques, puis faire en sorte que quand un promoteur fait un nouveau quartier, bien justement, le quartier, il faut qu'il intègre un aménagement écosystémique. Ça, c'est extrêmement important selon moi. Après ça, ben là, ça, c'est sûr, c'est une grosse job, mais je pense que collectivement, à force d'en parler, on va pouvoir tendre vers ça, mais c'est décourager vraiment les comportements qui sont nuisibles à la biodiversité. Comme par exemple, l'éclairage nocturne, on réalise de plus en plus les études, l'éclairage, c'est extrêmement néfaste pour la biodiversité. Donc, de ne pas éclairer sa maison le soir inutilement, par exemple, moi, j'habite en forêt, l'hiver, je vais éclairer un peu plus parce que justement, il y a un peu moins de vie. Puis il fait noir à 4 heures quand même, mais l'été, justement, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'espèces qui cohabitent le territoire, moi, j'éclaire pas pour éclairer pour le fun. Tu sais, par exemple, des concessionnaires qui sont l'éclairage blasté toute la nuit pour éclairer la grosseur de véhicules, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qu'il faudrait revoir dans nos pratiques collectives, justement, par rapport au territoire. Après ça, tout ce qui est activité agricole nocive, c'est sûr, c'est des lobbies puissants, tout ce qui est pesticides, peut-être commencer à bannir les néonicotinoïdes. On sait que c'est nuisible pour les pollinisateurs. Donc, justement, tendre vers des pratiques agroécologiques. C'est en train de se faire dans le cadre du plan nature. D'encourager nos maraîchers locaux, ça reste quand même une initiative personnelle positive à ce niveau. Après ça, pour d'une échelle un peu plus municipale, mais d'obliger les fenêtres anti-collision d'oiseaux parce que malheureusement, les fenêtres, j'ai une maison qui est vitrée, puis je vois l'impact que ça a. Puis il y a des villes, par exemple, comme Toronto, Ville-Saint-Laurent, qui se sont dit, nous, à une échelle municipale, on va obliger toutes les nouvelles constructions de ne pas avoir des rampes extérieures en vitre, d'avoir des verres qui sont justement anti-collision d'oiseaux. Donc, ça se fait dans le monde. Donc, c'est de développer ce leadership-là, réduire l'utilisation de sels de déglaçage, par exemple, pour justement préserver l'intégrité de nos milieux aquatiques. Donc, ça, c'est des pistes de solutions un peu plus at large, mais qui, je crois, on doit en parler. Après ça, d'un point de vue un peu plus personnel, ben, c'est de revoir notre notion d'esthétisme, de justement délaisser les aménagements qui sont stériles, peu diversifiés comme le gazon, puis apprendre à cohabiter, apprendre à aimer un peu plus le chaos écologique, la végétation indigène. C'est pas un chaos écologique, oui, ça va être un peu une végétation à laquelle on n'est pas encore habitué, mais justement, ce n'est pas un chaos écologique, c'est une structure qui est bénéfique au bien-être de nos sociétés. Puis après ça, ben justement, c'est d'encourager des aménagements qui sont favorables à la biodiversité, que ce soit sur votre balcon en ville, que ce soit si vous possédez une maison en banlieue avec du gazon, si vous travaillez dans une ville, de justement de penser à intégrer ce type d'aménagement-là. Donc, une strate végétale étagée qui est diversifiée. Donc, quand on va en forêt, c'est pas toutes des arbres de la même hauteur. Il y a une structure trois dimensions. Donc, on va implanter, par exemple, une strate herbacée, donc des fleurs vivaces, des fougères qui vont être beaucoup plus basses à ras-le-sol. Après ça, on peut intégrer des arbustes qui vont pousser entre les arbres et justement la strate arbustive. Puis après ça, avoir des arbres, strates arborescentes plus hautes.
Après ça, d'intégrer plus fréquemment des matériaux inertes dans nos aménagements, comme des troncs d'arbres, des tas de pierres, du bois mort. C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais ça permet de restarter le cycle du carbone, par exemple, de ramener les champignons qui vont décomposer la matière organique, qui vont améliorer la santé du sol, qui vont être des sites de nidification pour justement les insectes pollinisateurs, les oiseaux, etc. Ensuite, planifier les aménagements pour étaler la floraison au fil des saisons. Donc, si vous pensez à planter des fleurs, ben pensez donc fleurs printemps, avril, mai, ensuite juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, vraiment de planifier une floraison étalée, ça fait une immense différence parce qu'on est capable de fournir des ressources, des habitats pour tout ce monde vivant-là qui cohabite sur nos terrains. Puis après ça, c'est d'adapter les techniques puis les périodes d'entretien vraiment pour venir minimiser les impacts sur la biodiversité. Comme par exemple le gazon, on coupe ça tout le temps. On vient continuellement détruire ces zones de nidification-là qui sont essentielles pour les bourdons, les papillons. Donc de couper par exemple la végétation indigène un petit peu plus au printemps, d'attendre que les pollinisateurs justement se réveillent de leur dormance pour ensuite faire un clean-up, laisser la matière organique au sol pour recréer ces conditions propices-là à un équilibre qui est en santé. Je pense que c'est des actions qu'il faut qu'on fasse en matière d'aménagement du territoire. Donc, tu sais, il faut considérer que chaque terrain gazonné, c'est vraiment une opportunité de créer des milieux qui seront vivants, des milieux qui seront résilients et des milieux qui seront beaucoup mieux pour notre bien-être personnel parce que justement, on va avoir de la couleur, on va avoir de la diversité, on va avoir une panoplie d'êtres vivants qui vont s'épanouir dans ces milieux-là. Puis je vous le dis, d'un point de vue moral, ça fait vraiment du bien. Donc, l'aménagement écosystémique, au final, c'est pas un luxe. C'est une solution d'adaptation climatique. C'est une façon de repenser le territoire autrement pour favoriser le bien-être humain et celui de la biodiversité. C'est participer aussi collectivement à la création d'une société qui sera florissante et durable dans le temps, parce qu'avec des aménagements dynamiques, des aménagements inspirés de la nature, on a tout à gagner, justement. On va réduire les épisodes de survesse, ce qui va aider à atténuer les inondations, réduire les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air en ville, améliorer le bien-être des citoyens. Donc, il y a plusieurs bénéfices à retirer de cette végétation. Puis au final, surtout, c'est un acte de réconciliation avec la nature qui va nous permettre de créer vraiment une société qui sera au service de la nature et aussi des êtres humains. Donc, merci beaucoup tout le monde. Ça fait du bien, honnêtement, Anthony, d'entendre cet engouement-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont juste rarement en contact avec des esprits comme le tien, de nous rappeler que c'est possible autre chose que le gazon. Moi, je suis né à Montréal, j'ai grandi ici, puis j'ai eu cette conversation-là il y a peut-être 8 ans avec la gang de Enclume, Ouais, Nouveau Voisin, je crois que ça ouais, s'appelle, qui ouais, était ouais, comme c'est une ça aussi, initiative. promouvoir beaucoup cette vision-là. Mais tu sais, c'est fantastique. Alors, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez des commentaires, des réflexions, des témoignages à nous partager? On est ensemble. Je serais vraiment curieux de vous entendre. Est-ce que c'est nouveau pour vous, ça, ou c'est juste on rafraîchit quelque chose que vous pensez déjà? Allô? Allô, Julie? Dans le fond, je voulais faire une petite intervention par rapport à ce que j'ai observé là. Tu sais, moi j'habite à Québec sur le bord de la rivière Saint-Charles. Fait que tu sais, quand même un contexte naturel. Je trouve qu'ils ont laissé la nature quand même prendre son cours là. Tu sais, oui, il y a des petites sections gazonnées, mais il y a aussi, tu sais, tu sens que il y a des buissons sur le côté, tu sais, ils essaient pas de tout contrôler, bref, puis tu sais, c'est un environnement de nidification aussi pour les oiseaux, là, super important, fait que tu sais, je trouve ça vraiment cool d'avoir ça. Par contre, où j'habite, il y a aussi des grands territoires de stationnement full illuminés, puis depuis qu'ils ont mis les nouvelles lumières, j'ai observé que les oiseaux sont très actifs, même la nuit, fait que finalement, on les entend chanter, il est comme minuit, là, tu sais, c'est vraiment Ouais. étrange. Puis ça, j'imagine que c'est causé à cause des lumières, en tout cas. Oui, ouais, ben c'est une belle observation. Puis justement, d'effectuer ces observations citoyennes-là, ben, ça permet justement d'aiguiller un peu nos décisions en termes d'aménagement du territoire, en termes de pratiques bénéfiques à la biodiversité. Parce que justement, ce qui arrive avec l'éclairage, c'est que ça vient briser ce cycle-là un peu diurne, comme quoi tu as le lever du soleil qui est vraiment un repère
pour les oiseaux, pour les insectes. Fait que, tu sais, ça, tu vois, c'est ça, il commence à avoir un changement au niveau des aménagements, mais après ça, il faut qu'il y ait aussi des pratiques qui soient favorables, comme un stationnement qui est blasté toute la nuit. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il des fois, il y a des trucs de questions de sécurité, mais là, à un moment donné, il faut commencer à revoir aussi là, ces façons-là de repenser là. Un parking du Walmart qui est éclairé toute la nuit, là, je pense qu'on pourrait peut-être mettre un détecteur de mouvement, quelque chose qui fait qu'au moins c'est déjà moins pire. Tu sais, après ça, c'est de développer aussi cette volonté-là de dire, regarde, nous, on change les pratiques, là. On fait différent de ce qu'on a tout le temps fait. Puis oui, il va falloir s'ajuster. Oui, il va y avoir des côtés positifs, des côtés négatifs, mais il faut juste s'adapter, mais il faut développer cette volonté-là. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. C'est vraiment apprécié. C'est pas dans mon domaine d'études, c'est pas quelque chose que je fais au day-to-day dans mon travail, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est aussi une responsabilité citoyenne, là, je pense, d'être au courant de ça. Fait que merci beaucoup pour l'apprentissage. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir été présente. Merci, Julie. Greg, la parole est à toi. Je suis plus en auto. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça marche, allez-y. Good. Mais merci beaucoup pour la présentation. J'adore ta passion, puis j'ai le partage. Là. J'ai un gros jardin chez nous, puis je suis très conscient de l'importance, l'impact de la biodiversité dans ma vie autour de moi. J'habite dans une petite communauté rurale en Gaspésie, Carleton-sur-Mer, qui a une certaine ouverture pour comme tondre moins, planter plus d'arbres, en discussion sur réduire les îlots de chaleur, etc. Donc, ils font un peu ce qu'ils peuvent avec un budget et une équipe limitée. Il y a aussi une implication avec le Fleuron Québec, là, qui suscite un certain intérêt ou d'apport d'aller dans ce sens-là. Donc, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses du programme Fleuron Québec? Ça, c'est une première question. Puis, deuxième question, est-ce qu'il y a comme un guide ou un outil synthèse pour les municipalités qui n'ont pas beaucoup de temps, mais un certain intérêt, comme quelles sont les actions qu'ils peuvent faire quasiment gratuitement, moins cher, ou comme les gradients d'investissement de leur temps, de leurs finances, pour justement réaliser le rêve du partage ici. Là, comme, et je trouve qu'il manque de connaissances, il manque une feuille de route là, pour atteindre cette vision-là concrètement. Et comme des fois, c'est pas cher ce qu'on demande, même ça peut les sauver de l'argent, mais ils sont pas au courant des informations. Donc, as-tu comme un guide ou des informations à partager que je peux transférer aux municipalités, par exemple? Donc, ça, c'est mes deux questions. Fleuron Québec, puis un guide de pratique. Ouais, écoute, c'est des bonnes questions. Je te dirais merci, Greg, pour ton partage. Fleuron Québec, moi, j'ai été quand même. Je connais pas le programme spécifiquement, c'est quoi justement qu'ils vont exiger, mais je pense quand même qu'il y a un changement de mentalité auprès de la façon comment qu'on aménage le territoire, parce que par exemple Québec vert, justement l'association d'horticulteurs font beaucoup de sensibilisation sur cette façon de revoir là les aménagements. Donc, tu sais, il faut dire, il y a une transition qui est en train de s'effectuer. Il y a des organismes, des OBNL qui prennent le lead, qui sensibilisent, qui donnent les outils. Fait que je suis vraiment, puis aussi avec les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire, les OGAT, je veux dire, il y a quand même vraiment une volonté de mieux aménager le territoire, ce qui est de la bonne façon. Après ça, l'enjeu, quand on arrive, par exemple, dans des plus petites municipalités, autres que, par exemple, Montréal, Québec, qui ont des grosses équipes qui peuvent piloter des projets à l'interne, c'est là que c'est vrai, ça devient plus difficile de piloter ces projets-là parce que ça demande une expertise. Mais heureusement, en tout cas, moi, c'est mon travail avec mon entreprise, c'est de fournir justement cette expertise-là, par exemple, aux municipalités qui ont qui ont pas les effectifs en termes d'employés pour changer leurs pratiques. Fait que, tu sais, je dirais que il y a des entreprises qui peuvent justement offrir du soutien, de l'accompagnement, de la consultation pour justement aider ces petites municipalités-là à faire justement des changements au niveau de leurs pratiques, de leur gestion écologique des espaces verts, par exemple. Fait que je te dirais que c'est un... moi, c'est vraiment ça mon travail, de rendre ça accessible, tant au niveau de l'idéation que de l'implantation terrain. Fait que je travaille fort là-dessus. Ça répond à ta question, Greg? Tout en réponse. Oui, très bien. Merci beaucoup.
Merci, Greg. Un plaisir. Donc, avez-vous d'autres questions, commentaires, témoignages? Moi, je me rappelle quand j'ai comme je suis passé du gazon à différentes fleurs. Un des obstacles, c'était vraiment les bourdons. Tu sais, je pense que de passer d'un mode genre j'ai peur des petites bestioles à je suis fier de voir des bourdons résonner dans ma cour, ça a été comme un gros changement. Fait que je Oui. sais pas si Karine, t'as la main élevée, vas-y, vas-y. Oui, bonjour. Désolée, je pense que quand je suis arrivée, j'ai fait un peu de bruit, là. On n'a pas Euh, vu ça. OK, parfait. J'ai fermé ma caméra puis mon volume parce que je suis allée partager ce truc-là avec mes collègues. J'en avais pas parlé, mais on est 7, 8 personnes. Puis j'aurais demandé, ça vous tente-tu, il y a ce sujet-là? Ils ont dit oui. Puis là, écoute, ils en parlent encore dans la cuisine, là. Je me suis sauvée juste pour vous faire un petit coucou, un merci. C'était super intéressant. On travaille justement dans le communautaire, là, nous autres, pour une corporation de développement communautaire. Donc, on travaille avec tous les organismes. On travaille aussi avec les MRC, tout ça. Puis là, on était comme, wow, OK, tu sais, tout le monde veut se faire ça dans sa cour, puis on va apporter ça sur des tables de concertation. Tu sais. Yes. Euh, ouais, c'est unanime, là. On aime vraiment beaucoup cette vision-là. Puis, ben, merci beaucoup pour la présentation. C'était très pertinent et intéressant. Merci du commentaire. Je suis content de savoir que ça peut en inspirer plus d'un. Je pense que c'est ça qui va permettre de catalyser le changement, c'est d'en parler, c'est de sensibiliser les gens, puis c'est de comprendre qu'on a tout à gagner à effectuer ce changement-là au niveau des aménagements collectifs qui nous entourent. Puis je vais mettre pour ceux qui voudraient rencontrer Anthony après, je laisserai son courriel dans le chat. Puis de toute façon, dans un courriel de suivi, je l'enverrai également. Comme ça, vous pouvez le contacter si vous voulez en jaser avec lui. Ginette? Certainement, puis n'hésitez pas Oui. là, à m'acheter sur LinkedIn, par exemple. Il y a aussi ma page personnelle Go Green Dude. Je donne des astuces un peu funky de jardinage. Fait que, tu sais, n'hésitez pas vraiment à suivre ces médias de communication-là si vous voulez en apprendre davantage. Je suis quand même assez actif pour sensibiliser les gens à ce niveau-là avec mes petits projets personnels. That's it. Merci Anthony. Ginette, la parole est à vous. Oui, ben, je voulais vous remercier aussi parce que je trouve ça vraiment inspirant. Puis c'est le fun d'en entendre de plus en plus parler. Puis plus on en parle, plus ça fait que les mentalités, comme le défi pissenlit avant, il y a une couple d'années, les gens disaient c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ça commence à être de plus en plus accepté, là, fait graduel. Moi, j'ai une question pour les fenêtres anti-collision. Est-ce qu'il existe des adhésifs qu'on peut rajouter? Disons qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour rendre nos fenêtres anti-collision? Oui, c'est une très bonne question. Juste regarder, faire une petite recherche Google. Je pense Lee Valley vendent Ah, justement, c'est comme des petits autocollants, c'est des petits points blancs carrés qu'on applique vraiment dans une fenêtre. Puis ça fait en sorte que l'oiseau, ben, quand il arrive devant la fenêtre, parce que souvent c'est le reflet qui est créé, que l'oiseau ouais. pense que c'est une continuité de l'écosystème. Fait que ça, ces petits points blancs-là, ça vient justement freiner l'oiseau. Il voit, Colin, OK, il y a de quoi là. Puis aussi, des fois, d'avoir de la végétation. Moi, je l'ai vu chez nous. Quand je venais de construire ma maison, il n'y avait pas vraiment d'aménagement. Et les oiseaux, il y avait pas mal plus de collisions. Je me suis mis à implanter des arbustes, des plantes vivaces un peu partout pour attirer les oiseaux à cet endroit-là, au lieu de, justement, qui partent de la forêt, qui foncent dans la fenêtre. Malheureusement, ça arrive encore. Ça me rend bien triste à chaque fois, mais justement, j'essaie de voir, d'adapter les pratiques pour faire en sorte que est-ce qu'on peut réduire ça au max? Puis c'est sûr que vraiment les autocollants, c'est vraiment la solution la plus efficace. Puis c'est ça, on voit vraiment une réduction là, du nombre de collisions. C'est fascinant pareil. C'est surtout OK. bien. OK, merci beaucoup. Je vais Ça fait checker ça. plaisir. Merci. Anthony, si tu veux arrêter le partage de l'écran, juste au cas où qu'on Oui, entend oui, un peu excusez. plus. Ouais. Karine, est-ce que c'est une vieille main que tu as dans les airs, là? Ben non, je l'avais baissé trop vite, je l'ai relevé parce que j'ai dit, ah, mais Parfait. j'avais quand même une question avec Allez-y. ça. Euh, En fait, on se demandait quand même, tu sais, mettons, moi, je voudrais l'adapter, tu sais, j'ai une petite plate-bande de fleurs, là, que j'ai jamais trippé là-dessus tant que ça, là, mais c'est comme, c'est quelques fleurs. Mais je voudrais quand même garder du gazon, tu sais, il y a des enfants qui courent, tu sais, j'ai regardé des affaires, puis j'étais comme, ouais, Exact. tu sais, j'ai vois mal courir là-dessus. Donc, on voudrait quand même, tu sais, faire un équilibre entre l'humain et la nature, justement. Mais tu sais, si, admettons, je change ma plate-bande là, pour mettre un truc comme ça, je dis un truc comme ça parce que là, je ne m'y connais pas tant que ça, donc je ne sais pas quelle herbe qui irait avec telle puis que ça marcherait. Mais tu sais, as-tu une suggestion? Comment qu'on fait? Il faut quand même délimiter un certain territoire pour pas que ça vienne envahir puis qu'on perde complètement l'espace sous marché. As-tu...
Ouais, ben des pistes de solutions, c'est là. Là, c'est là, faut aussi c'est faire une nuance. Tu sais, le gazon, ça peut avoir des utilités justement quand on veut avoir un espace, par exemple, une table extérieure où qu'on mange, ou qu'on reçoit du monde, des enfants qui se lancent le ballon. Je vois mal des jeunes jouer au soccer dans une prairie florale, là, je peux vous le dire. C'est vraiment pas idéal. Fait que, tu sais, le gazon, c'est d'apprendre à l'utiliser là où on a une vocation de justement d'avoir un espace qui est dégagé pour justement favoriser ce type d'activité-là. Après ça, ce qu'on peut faire, ben, c'est vraiment de cibler les zones en dehors de cet endroit-là qu'on n'utilise pas, de vraiment délimiter, se dire, OK, on utilise à peu près cette portion-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'extérieur? Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de planter de la diversité végétale, que ce soit des fleurs comme du myosotis, de l'iris versicolore, des ancolies, des marguerites, tu sais, je veux dire, les vivaces, surtout en plus, ce qui est le fun avec les vivaces, c'est que ça revient d'année en année, fait qu'on n'a pas besoin de les replanter. Après ça, au niveau de, tu sais, il n'y a pas besoin nécessairement, tu sais, une bordure, par exemple, ça peut juste être un tronc d'arbre qui est mis au sol pour juste faire une séparation, une sorte de plate-bande, par exemple. Ça va venir qu'à se décomposer, mais ça va quand même attirer les champignons. Moi, j'ai des grands pics. Des pics bois qui viennent picosser dans mes bordures de jardin. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre justement d'avoir cette vocation-là. Puis, veux pas, tu sais, oui, il y a un entretien quand même minimum à faire, mais c'est de vraiment juste planifier en conséquence qu'on va pas mettre cette plante-là en sachant que, hey, OK, peut-être ça devient trop gros, ça va empiéter. Peut-être c'est pas la bonne plante à mettre. C'est de vraiment choisir la bonne plante pour le bon endroit selon concilier usage, esthétique, écologie. Fait que je dirais ça, c'est les trois éléments à retenir. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Midi 52, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Je pense qu'il y a des bons conseils, Anthony, là. Fait que si vous avez envie de petits conseils pour votre coin de jardin, c'est le moment. C'est le temps. Sinon, de toute façon, on peut te rejoindre, on va te suivre sur Instagram. Anthony, c'était vraiment un plaisir de t'entendre. Merci à l'arrivée des beaux jours de sensibiliser à la nature comme ça a vraiment fait du bien. Puis j'ai comme, c'est ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement, d'avoir ce genre de rafraîchissement-là, parce que toi, tu as l'air tu sais, de voir la vie à travers la nature, les arbres, les bourdons, les oiseaux. C'est très poétique, c'est très agréable. Fait que merci mille fois de ton temps, c'était très généreux de ta part. Yes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, David, de m'avoir donné l'opportunité de partager ma vision de l'avenir qui nous attend. J'en suis très reconnaissant. Ben, je souhaite que ta voix porte, honnêtement, puis on va s'assurer de se reparler, là. Il y a peut-être d'autres manières là, de le faire. J'entends, Karine, tu sais, je vous invite, si jamais vous avez le goût d'inviter Anthony à venir parler au territoire avec lesquels, tu sais, juste, je vous laisse y penser, mais tu sais, des formats inspirationnels, virtuels comme ça, peut-être qu'il pourrait le faire spécifiquement pour votre gang, question de, tu sais, je suis sûr que ça rentre dans le développement des affaires, Anthony, là, d'aller Exact, passer une effectivement. demi-heure, là, fait que de pas se retenir de laisser la voix d'Anthony porter. Mot de la fin, Yes, Anthony. C'est ça fait noté. plaisir. Cool, merci tout le monde, je vous souhaite un bon lunch, puis à bientôt, bon été. Salut, salut, bonne fin de journée. Bye bye. Merci.